L'argent manque toujours et partout. Les choses ne se passent pas comme prévu pour Poutine. Au début de la guerre, il affirmait que la Russie possédait la deuxième armée la plus puissante du monde. Il a affirmé qu'il serait à Kiev en 3 jours. Et maintenant, il est publiquement obligé d'admettre qu'il n'y a pas assez d'argent. Vous savez ce qu'on dit, une fois l'Union soviétique, toujours l'Union soviétique. Maintenant, c'est parce que ce n'est pas seulement une ou deux choses qui nuisent à l'économie russe. C'est tout. Les sanctions commencent à faire effet. Le président Trump menace d'imposer des sanctions secondaires contre les alliés de la Russie comme la Chine et l'Inde. Les revenus pétroliers diminuent chaque jour. Parce que l'Ukraine ne veut tout simplement pas arrêter de frapper les raffineries russes avec des drones. Et maintenant, l'Ukraine s'en prend aux ports et aux pétroliers russes. Comme si cela n'était pas déjà assez grave, l'inflation est aussi hors de contrôle. Et à cause de cela, l'économie ralentit, les murs se referment. Et c'est pourquoi Poutine fait ce que tous les dictateurs font. Il élimine les oligarques et vole leurs richesses. Nous allons entrer dans tous ces détails dans un instant. Mais commençons par sa dernière confession concernant le manque d'argent. L'économie russe n'est pas en bon état. Et écoutons cela de la bouche de Poutine lui-même. Le produit intérieur brut a augmenté. En juillet, le produit intérieur brut a augmenté de 0,4% sur un an, et pour les 7 premiers mois de cette année, la croissance du produit intérieur brut a été de 1,1%. La question est de savoir si cela suffit. Est-ce ce que nous voulions? Réussissons-nous à résoudre la tâche que nous nous sommes fixée? Ou bien d'autres mesures et des taux plus élevés sont-ils nécessaires? Faut-il prendre d'autres mesures et adopter un rythme plus soutenu? C'est risible d'entendre Poutine demander aux responsables du Kremlin d'augmenter leur taux de croissance alors que c'est Poutine lui-même qui tue l'économie. J'ai l'impression que quelqu'un aurait dû le lui dire. Imprimer de l'argent pour le gaspiller dans le secteur de la défense, construire des chars et le gaspiller pour des soldats afin qu'ils aillent en Ukraine, tuer des innocents. Ce n'est pas la meilleure façon de faire croître une économie. Mais en même temps, je comprends pourquoi les responsables du Kremlin ne veulent pas corriger Poutine. Je suis sûr qu'ils ne veulent pas être éliminés par Poutine, et il semble qu'ils soient en train de se lancer dans une série de meurtres. Et je ne parle pas de Poutine envoyant des soldats russes en Ukraine. Je parle des oligarques qui meurent à Moscou. Un autre oligarque russe a été retrouvé mort près de Moscou. Mais selon les médias russes, il se serait simplement suicidé en se tirant 6 balles dans l'arrière de la tête. Vous savez, la façon habituelle de mourir en Russie. Maintenant, devinez quoi? C'était un suicide très commode pour Poutine. Parce que ce type était le chef d'une entreprise qui fournissait des matériaux pour Shahed. Des drones dont l'armée de Poutine dépend fortement. En fait, son entreprise est la seule en Russie à produire de la fibre de carbone pour ses drones. Et maintenant, il semble que Poutine n'ait pas à lui payer ce qu'il lui doit. Pourquoi ça ne m'arrive jamais à moi? Pourquoi ceux à qui je dois de l'argent ne disparaissent-ils pas? Ça recommence, je suppose. Dictateur Santin. Si tu es un dictateur et que tu as désespérément besoin d'argent, tue simplement les gens riches de ton pays et prends le contrôle de leurs biens. Mao l'a fait, Saddam Hussein l'a fait, et maintenant Poutine le fait aussi. Mais la question se pose, pourquoi fait-il cela maintenant? Pourquoi ne pas l'avoir fait au début de cette guerre? Eh bien, la réponse est simple. Le flux d'argent sur lequel Poutine comptait tout ce temps est en train d'être coupé. Et je veux dire cela littéralement. La Russie est sur le point de réduire sa production de pétrole à cause des attaques de drones venant d'Ukraine. Comme vous le savez peut-être, l'Ukraine a frappé un 5e des capacités de raffinage russe le mois dernier. Et ces attaques n'ont pas ralenti. Non, non, non. En fait, il semble que les attaques ne font qu'augmenter, surtout puisque Poutine ne veut pas arrêter son invasion insensée. Et maintenant, l'Ukraine a en fait élargi la portée de ses attaques. Vous voyez, le mois dernier, l'Ukraine attaquait uniquement les raffineries russes. C'était grave peut-être, mais ce n'était pas aussi grave, parce que les raffineries servent principalement le marché intérieur en Russie. Parce qu'après tout, les raffineries les raffinent le pétrole brut, et elles vendent les produits dits pétroliers dans tout le pays. Mais la masse monétaire russe ne dépend pas des raffineries, mais plutôt de l'exportation de ce pétrole brut vers d'autres raffineries en Chine et en Inde. Si je le sais depuis les États-Unis, les commandants ukrainiens le savent aussi. Eh bien,
La raison pour laquelle ils ne visaient rien d'autre que les raffineries, c'est parce que l'Ukraine ne voulait pas énerver les États-Unis. Si vous commencez à attaquer les pétroliers, et si vous commencez à cibler les exportations que la Russie effectue, cela va affecter les prix du pétrole dans le monde entier. Et c'est quelque chose que l'Ukraine ne voulait pas faire, parce qu'au final, l'Ukraine ne veut pas énerver ses alliés. Eh bien, il semble que l'Ukraine devienne plus flexible sur cette règle. Maintenant, les drones ukrainiens s'attaquent aux ports russes. Les ports sont essentiels car Poutine les utilise pour expédier du pétrole brut vers l'Inde, la Chine, la Turquie et le Brésil. Et ensuite, ces pays donnent à Poutine l'argent dont il a besoin pour financer son invasion. Donc s'attaquer à ces ports, c'est en gros comme retirer de l'argent du compte bancaire personnel de Poutine. Si vous ne me croyez pas, laissez-moi vous présenter quelques chiffres. Comme le dit le proverbe, les chiffres ne mentent jamais. La Russie pourrait perdre 600 millions de dollars en un mois à cause des drones ukrainiens. Ces drones ont frappé une autre raffinerie de Gazprom, mettant hors service sa plus grande unité de pétrole brut. La raffinerie risque maintenant de perdre une capacité de traitement de 9 à 10 millions de barils. Une seule frappe résonne profondément dans les coffres du Kremlin. Et c'est exactement pour cela que les oligarques tombent par les fenêtres et se tirent une balle dans l'arrière de la tête. Poutine a besoin d'argent, et il va l'obtenir d'une manière ou d'une autre. Encore une fois, c'est la même chose. Si un youtubeur idiot peut comprendre ça, assis à des milliers de kilomètres de Moscou, tu peux parier que les oligarques russes voient ce qui se passe, et ils font ce que nous ferions tous si nous étions à leur place, si nous étions en Russie. Ils essaient de quitter le pays, et ils essaient de s'enfuir avec leur argent. Les Russes établissent un record de transfert vers des courtiers étrangers, en raison de l'incertitude du marché. Je pense que qualifier cela d'incertitude du marché est une façon très diplomatique de décrire ce qui arrive aux oligarques en Russie. Et ce n'est pas seulement de l'argent que les Russes emportent, c'est aussi de l'or. En fait, regardez ceci, dans un autre rapport. La fuite des capitaux est en cours. Les autorités ont décidé d'interdire les exportations d'or dépassant 100 grammes. Voilà ce qu'est devenu la Russie. Vous ne voulez pas y vivre ? Eh bien, vous n'avez pas le droit de partir. Ce n'est pas une blague. Poutine n'interdit pas seulement le capital. Il empêche aussi les oligarques de quitter le pays. Un magnate russe de l'extraction d'or interdit de quitter le pays au milieu des efforts de nationalisation. Pour Poutine, ce lâche-fauche a été très juste, car il a failli manquer l'occasion d'arrêter cet homme à cause de la procrastination ou autre chose. Ils ont attendu jusqu'à la dernière seconde et ont dû courir sur son jet privé alors qu'il décollait. Quelques minutes de retard supplémentaires, et Poutine aurait perdu plusieurs milliards de dollars. Maintenant, pour Poutine, cela aurait été un énorme problème, parce qu'il a désespérément besoin de cet argent pour recruter plus de personnes dans son armée. C'est en Ukraine. Vous voyez, malgré ce que les médias russes racontent à tout le monde, les Russes ne sont pas très patriotes à propos de cette guerre. Ils ne font pas la queue pour mourir en Ukraine, contrairement à ce que Poutine prétend. La seule raison pour laquelle la Russie parvient à recruter des gens, c'est parce que chaque mois, ils ne cessent d'augmenter les primes qu'ils offrent aux gens pour aller se battre. Maintenant, c'est là que je vais dire quelque chose que je n'aurais jamais pensé dire. Poutine fait du bon travail en matière de recrutement. Et c'est parce que son incompétence en économie l'aide en fait à recruter plus de monde pour son armée. Réfléchissez, l'économie va si mal que les gens n'ont d'autre choix que d'aller à la guerre, ou travailler pour une entreprise de défense où ils produiront quelque chose qui sera utilisé dans la guerre. Donc, l'économie de guerre russe fonctionne en fait très bien, parce que tout le reste dans l'économie est en train de mourir. Et les personnes désespérées qui ne peuvent pas quitter le pays n'ont pas d'autre choix que d'aider l'économie de guerre. Maintenant, heureusement pour toutes ces personnes, et je ne sais même pas si « heureusement » est le bon mot, mais elles sont grassement payées pour leurs efforts. Bien sûr, avec les entreprises de défense, les salaires ont augmenté, surtout pour les ouvriers qui travaillent dans ces entreprises, parce que la Russie imprime de l'argent pour payer ses sociétés. Ces entreprises doivent embaucher un maximum de personnes pour produire davantage et décrocher plus de contrats. Mais ce ne sont pas seulement les ouvriers qui en bénéficient, ce sont aussi les soldats. Si vous êtes quelqu'un qui est prêt à se battre en Ukraine et à risquer la mort, eh bien, vous pouvez gagner une somme d'argent qui change la vie, relativement parlant. C'est une somme qui change la vie en Russie. Laissez-moi simplement vous montrer cette annonce qui a été publiée il y a seulement quelques heures sur une chaîne Telegram russe, où ils essaient de recruter des gens et les chiffres qu'ils avancent sont vraiment stupéfiants. Donc,
Selon cette annonce, Poutine propose un contrat de 6 millions de roubles à toute personne prête à combattre en Ukraine. 6 millions, c'est ce que vous recevrez la première année. Mais sur ces 25 millions, vous en toucherez une partie dès la signature du contrat. C'est votre prime de signature. Pour mettre en perspective, millions paraît énorme, mais 25 millions de roubles, c'est juste la prime à la signature. Cela équivaut à environ 30 000 $ ici aux États-Unis, ce qui, encore une fois, ne semble pas être une somme folle. Mais en Russie, c'est en fait une somme folle. Parce que le salaire médian en Russie est de 500 $ par mois. Alors imaginez simplement recevoir 30 000 $ rien que pour signer un contrat. Et les primes ne s'arrêtent pas là. Le salaire mensuel que ces soldats reçoivent est de 30 000 roubles, soit 3 500 $. Le salaire médian est de 500 $, mais un soldat gagne 300-500 $, soit 7 fois plus. Maintenant, il ne s'agit que de l'argent en main. En réalité, vous avez bien plus d'avantages que cela. Si vous avez des dettes, devinez quoi ? En rejoignant l'armée, jusqu'à 10 millions de roubles de dettes peuvent être annulés, soit un effacement de dettes. Si vous avez des enfants, Poutine vous verse 20 000 roubles par mois par enfant, en plus de votre salaire. Donc, si vous avez une grande famille, eh bien vous recevrez un gros chèque. Comme vous pouvez le voir, c'est littéralement une somme d'argent qui change la vie, une opportunité qui change la vie. À part le risque de mourir en Ukraine, qui bien sûr est très élevé. L'espérance de vie moyenne d'un soldat russe en première ligne est de 9 jours. Cela signifie que même si vous n'êtes pas envoyé au front en ce moment, vous y serez envoyé bientôt, parce qu'il manque de soldats tellement rapidement. Tous les 9 jours, ils reçoivent un groupe de nouvelles recrues, qu'ils vont juste utiliser comme chair à canon. Cela signifie donc que le risque de mourir est très élevé, ou au minimum, le risque d'être blessé est très élevé. Mais rassure-toi, dit la publicité, ils vont s'occuper de toi. Si tu es blessé sur le front, tu recevras 31 000 $ de plus. C'est beaucoup d'argent. Et si tu meurs sur le front, ta famille recevra 50 000 $. Des conditions très généreuses du Kremlin. Maintenant, si ces conditions sont si généreuses, c'est parce que la Russie doit sans cesse augmenter ses primes. Chaque mois, il faut offrir plus pour attirer plus de monde en première ligne. Cela a créé une nouvelle industrie en Russie, où des gens donnent les cours aux filles, sur la façon dont elles peuvent trouver un soldat qui s'apprête à partir sur la ligne de front, et comment elles peuvent épouser ce soldat après seulement quelques jours de fréquentation. Et ensuite, une fois que ce soldat meurt sur la ligne de front, elles toucheront un gros chèque. En réalité, de nombreux Russes l'ont fait plusieurs fois. Elles épousent un soldat, il meurt, elles touchent le chèque, dépensent tout, puis recommencent. Vous savez ce que dit toujours Poutine, que l'économie russe est la plus innovante du monde. Je commence à le croire. Mais il y a encore un problème auquel Poutine doit faire face. Les revenus chutent beaucoup plus vite que Poutine. Il peut compenser en tuant ou en enlevant des oligarques. Et comme si cela ne suffisait pas, comme nous venons de le dire, les dépenses augmentent chaque mois. Parce que les Russes sont avides. Ils veulent de plus en plus d'argent pour aller au front. Alors devinez quoi ? Le gouvernement russe débat maintenant de solutions innovantes pour combler ce trou budgétaire, je suppose. Et voici le reportage sur l'une des solutions auxquelles ils pensent. Je ne plaisante pas. Le gouvernement russe discute actuellement d'instaurer un péage sur toutes les routes du pays. Voyez, il y a des contraintes budgétaires. Donc Rosvodor, qui est comme l'agence russe des routes, a déclaré qu'il pourrait devoir ajouter des péages à toutes les routes en Russie. Évidemment, les citoyens russes n'étaient pas contents de ça. Ils disaient « Hé, c'est quoi ce délire ? Et tous les impôts sur le revenu qu'on vous paie alors ?» C'est là que Poutine dit « Concernant l'impôt sur le revenu, ça aussi va augmenter. » Regardez ce rapport. La Russie débat maintenant d'une augmentation des impôts pour ses citoyens à cause des pressions économiques. Et j'espère vraiment que ces pressions économiques vont continuer à augmenter. Maintenant, nous savons que l'Ukraine ne va pas arrêter ses sanctions contre la Russie. Et par sanctions, je veux dire les frappes de drones. J'espère que les États-Unis, le président Trump et l'Union européenne pourront renforcer leur aide à l'Ukraine. Tout ce que nous avons à faire, c'est augmenter les sanctions secondaires contre les pays qui soutiennent cette guerre, comme la Chine. Le plus grand soutien. Rappelez-vous, ce qui compte ce n'est pas ce que dit Poutine, mais ce qu'il fait. Et réfléchissez-y, d'accord ? Quand Trump a imposé 25% de sanctions et des sanctions secondaires à l'Inde, Poutine a alors accepté la réunion en Alaska.
Alors il peut crier autant qu'il veut que les sanctions ne comptent pas. On peut voir à ses actions qu'il a peur de ces sanctions secondaires. Les actions parlent plus fort que les mots. Et devine quoi, je pense que Poutine va recevoir encore beaucoup de mauvaises nouvelles très bientôt. Parce que c'est ce que le président Trump vient de dire hier. Eh bien, s'ils imposaient des sanctions, par exemple, ou des tarifs, ou peu importe comment tu veux appeler ça, s'ils faisaient ça à la Chine, je pense que la guerre pourrait peut-être se terminer. La Chine est de loin le principal acheteur de pétrole russe et possède, selon moi, d'autres leviers sur la Russie. Je vais parler avec le président Xi, comme tu le sais, vendredi, à propos de TikTok et aussi du commerce. Et nous sommes très proches d'accord sur tout ça. Ma relation avec la Chine est très bonne. Nous avons un accord commercial et une excellente réunion récemment. Il semble qu'ils aient approuvé TikTok, qui rapporte beaucoup d'argent aux États-Unis. Donc, c'était bien. Voyons comment cela va fonctionner. Mais si l'Europe faisait quelque chose à l'égard de la Chine, je pense que la Chine pourrait probablement forcer la fin de la guerre. Y a-t-il une ouverture? Keir Starmer a-t-il dit qu'il l'envisagerait? Eh bien, j'aurais fait quelque chose aussi. Mais encore une fois, on ne peut pas avoir l'Europe qui achète du pétrole à la Russie et ensuite que je m'énerve contre la Chine parce qu'elle achète du pétrole à la Russie. C'est une chose. Une dernière chose. Regardons tout cela du point de vue de Vladimir Poutine. Comment les choses se passent, selon lui. Ici, nous avons le président finlandais Stubbs, qui explique exactement cela. Si vous regardez cette situation du point de vue de Vladimir Poutine et du Kremlin, vous devez vous demander « Comment ai-je fait ?» L'objectif initial était de contrôler l'Ukraine en 4 jours lors d'une opération spéciale. Nous en sommes maintenant à 4 ans de guerre. Le deuxième objectif était de créer la désunion en Occident. Je ne l'ai jamais vu aussi uni auparavant, y compris en fait le partenariat transatlantique. Le troisième objectif était de minimiser les dépenses de défense des membres de l'OTAN. Donald Trump vient tout juste de nous faire passer de 2% à 5%. Et le comble, c'est que Vladimir Poutine a doublé sa frontière avec l'OTAN grâce à la Finlande et à la Suède. Donc, il a échoué dans tous ses objectifs stratégiques, y compris le fait que l'Ukraine est devenue très européenne et plus du tout russe. YouTube se développe tellement vite qu'il vient de dépasser Netflix pour devenir l'application la plus populaire à la télévision. C'est seulement à la télévision. Si on combine la télévision, les téléphones, les ordinateurs, les tablettes, les gens passent un temps fou à regarder YouTube. C'est exactement pour cette raison que YouTube paie les créateurs 45 000 $ par minute. Cela équivaut à 64 millions de dollars par jour. Donc, si vous avez déjà pensé à lancer votre propre chaîne YouTube, c'est le moment idéal. Si vous voulez savoir comment des personnes explosent sur YouTube en 2025, comme ce gars qui a eu des millions de vues en quelques mois après avoir lancé sa chaîne, j'ai une solution pour vous. Ce week-end, j'organise un bootcamp gratuit pour les débutants, où je partagerai tous nos conseils sur YouTube et répondrai à toutes vos questions concernant la croissance sur YouTube. Si vous souhaitez apprendre grâce à ce bootcamp, vous pouvez vous inscrire en cliquant sur le lien dans la description ou en scannant le code QR affiché à l'écran.